Voici le moment de croiser le fer. En principe, si nos deux amis ne sont pas d'accord, c'est tout bénef pour nous. J'espère qu'ils ne seront pas d'accord sur tous les sujets. C'est donc l'essentiel, c'est l'objectif de cette rubrique de l'émission Matin d'Éden, c'est fait croiser. Nous allons parler de la rentrée gouvernementale maintenant. Vous le savez, le gouvernement béninois reprend du service, en tout cas a repris du service depuis lundi dernier, mais le premier conseil des ministres a lieu ce jour, mercredi 22 août 2018, autour du président Patrice Guillaume Athanase Talon. Le gouvernement au grand complet doit donc se réunir en conseil des ministres et les grands sujets à aborder au cours donc de cette nouvelle année gouvernementale devraient donc être exposés. Pour commencer, je vous présente mes invités. Il s'agit de Souleymane Bila qui est directeur de publication du Nouvel Étalon. C'est bien cela, Souleymane Bila, bonjour. Bonjour, William. Merci donc d'accepter notre invitation. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion, la chance de vous recevoir sur nos plateaux. Merci donc d'accepter notre invitation. C'est vrai, la distance fait que nous n'osons pas toujours appeler nos partenaires habituels. En face de vous, il y a Romain Dekadjevi qui est journaliste à Radio Tokpa. C'est bien cela, Romain, bonjour. Exactement, James. William Bagidi, bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs et de Diaspora FM. Merci donc d'accepter notre invitation ce jour. Donc le gouvernement refaire sa rentrée gouvernementale au Bénin, c'est le cas, mais aussi en France. Souleymane Bila, s'agit-il d'une coïncidence ou de mimétisme? Non, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une coïncidence ni un mimétisme. De toute façon, depuis, je peux dire, la gouvernance de Boni Yayi, il y a une tradition qui s'est instaurée et en cette période de l'année, bon, le chef de l'exécutif accorde 15 jours de repos à ses collaborateurs. Une semaine à 15 jours, ça varie en fonction des régimes. Donc, on pense que c'est chez nous une tradition qui s'est également instaurée. Et il est effectif que dans les pays occidentaux aussi, c'est la constante. Bon, si les gouvernements sont, peut-être que c'est une bonne période pour que si l'exécutif est en vacances un peu partout, donc ça fait que ça ralentit un peu les activités. Donc ça ne se... Il me semble que moi j'allais dire que c'est souhaité alors que ça soit ainsi pour harmoniser, étant donné que si les chefs d'exécutif un peu partout dans les pays occidentaux sont au repos, que nous-mêmes nous soyons au repos, pour que, étant donné que dans le monde de globalisation que nous sommes aujourd'hui, il s'est dit que bon, que ce soit le calendrier, cette période qui consiste d'habitude dans la période d'été en Occident, que ce soit une période de grandes vacances pour tout le monde au niveau de l'exécutif. Moi, je ne trouve pas qu'il y a de maladie par rapport à ça. Mais est-ce que dans un pays comme le Bénin, où le développement est encore balbutiant, est-ce que nous devons permettre à nos dirigeants, chefs d'État et ministres, de s'offrir des vacances alors qu'il y a tellement de dossiers à gérer? Qu'est-ce que vous en pensez, Romain Dekadjevi? Non, mais les gouvernants sont aussi des humains. Et vous-même, vous savez, même en tant que chef d'entreprise, parfois, vous constatez que, disons, le rendement de vos subalternes baisse. Quand ça devient ainsi, il faut alors interpeller, disons, le temps de travail de ces sujets. Donc, gouvernants, ils sont aussi des humains. Et puis, vous avez vu aussi, cette année 2018 a été suffisamment chargée. C'est l'année où il y a eu plus d'annonces de réformes sous la rupture. Et puis, pas mal d'activités aussi qui ont été effectuées. Donc, c'est aussi normal que après tant de temps de travail, qu'on se donne un petit repos. Encore que c'est pas un congé aussi bien rempli comme les cas habituels qu'on a l'habitude de voir, où ça doit être peut-être un congé d'1 mois, bien prolongé et bien profiter de la part de ces gouvernants. Donc, moi, j'estime que c'est tout à fait normal. Et peut-être quand ils vont revenir maintenant, peut-être ils seront encore plus requinqués et davantage gonflés à bloc pour d'autres chantiers. C'est ce que nous leur souhaitons justement, et ces chantiers-là, il s'agira probablement pour commencer du budget l'exercice 2019. Il s'agira également de négocier avec les syndicalistes. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec les syndicalistes. Il y a la rentrée scolaire qui arrive. Il y a une forte fronde sociale qui n'a pas vraiment été éteinte, mais qui s'est, je vais dire, recouverte
de cendres pendant une certaine période et on attend de voir ce que ça va donner. Il y a les élections qui s'approchent, c'est la dernière ligne droite avant les élections. Il y a les réformes dont vous avez parlé, ces réformes-là que le gouvernement doit peut-être relancer à l'occasion de cette nouvelle année. Commençons donc par le sujet qui me semble le plus proche pour le moment, c'est la rentrée scolaire qui s'approche. Souleymane Bila, quels sont les grands défis que le gouvernement doit relever par rapport à cette rentrée à l'occasion de cette rentrée scolaire, à l'occasion de cette rentrée gouvernementale? Non, le grand défi, c'est de maintenir l'apaisement social, de la tension sociale. Maintenir ou instaurer, parce que non, on peut déjà dire qu'il y a quand même déjà à calmer. Les tensions se sont apaisées. Maintenant, il faut qu'on maintienne ce climat d'apaisement-là, qu'on renforce davantage et que les deux partenaires se rassurent, l'un camp comme de l'autre, du côté du gouvernement comme du côté des syndicalistes aussi. Bon, il faudrait que on puisse discuter maintenant de façon sereine et pour relever ensemble les grands défis qui s'imposent. C'est vrai que la tension a pris fin l'année dernière un peu, bon, certes a calmé un peu sur un goût amer. Parce que lorsqu'on se met à la place des syndicalistes, des enseignants qui, après 3 mois de grève, ont décidé comme ça, bon, de baisser le drapeau et puis de reprendre. Mais c'est un peu, on a constaté tous que c'est un peu la mort dans l'âme que, bon, ils ont repris. Ce n'était pas vrai que de gaieté de cœur, mais ils ont accepté alors de se sacrifier. Donc, je crois que la situation est telle que tout est actuellement dans le camp du gouvernement. Puisque aujourd'hui, le peuple est d'accord que non, le grand sacrifice, les enseignants ont accepté de le consentir. Il revient alors au gouvernement de jouer pleinement sa partition. C'est pour cela que je dis que le défi majeur, c'est d'œuvrer à apaiser, à maintenir l'apaisement du climat social. Mais je ne pense pas qu'on peut se tromper sur le gouvernement par rapport à ce cas. Parce que ça a été la volonté du gouvernement, parce que le gouvernement a expliqué ses défis, il a expliqué ses attentes aux syndicats. Le chef de l'État l'a dit, les différents ministres de l'enseignement l'ont encore répété. Il y a une politique de l'éducation et le chef de l'État a dit qu'il en fait de sa priorité l'amélioration du système scolaire et sur tous les plans. Y compris dans son projet de société, c'est lui, il fait partie de l'un des rares candidats qui ont prévu un plan de modernisation du système scolaire. Et on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas non plus sur le bon pas, parce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a cette volonté-là qui existe, cette volonté d'amélioration, de faire mieux. Je ne peux que citer rien que les cantines scolaires qui ont été instaurées, qui sont vulgarisées, que le gouvernement a élargi à tous les établissements d'enseignement scolaire. Et puis nous voyons aussi la réforme qui se mène au niveau du supérieur, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc je crois que, reconnaissant que les efforts sont en train d'être fournis, il faudrait qu'on en fasse davantage, puisque quelque part aussi le temps joue en défaveur du gouvernement. Tout à fait. Oui, Romain de Kadjavi, il y a Souleymane qui parlait donc de maintenir l'apaisement. Or, le gouvernement n'a pas véritablement, à notre sens, travaillé à l'avènement de cet apaisement-là. Les syndicalistes ont déposé les armes sans avoir véritablement été convaincus que c'était la bonne décision. Le gouvernement n'a pas donné de gage en la matière. On arrive déjà à la porte d'une nouvelle année scolaire. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette nouvelle année scolaire? Moi, j'ai suffisamment de craintes, contrairement à mon confrère Souleymane Bila, qui pense que pour l'heure, tout présage de ce qu'il y a accalmie. Même s'il y a accalmie, je dis que cette accalmie, elle est apparente, puisque déjà, au vu de tous les résultats qu'on a eu aux divers examens cette année, cela témoigne de ce que il faut qu'on aille réellement vers la refonte totale de notre système éducatif, que ça soit même de la part du gouvernement, que même de la part de ces acteurs du système éducatif, qu'on trouve réellement, disons, un terrain d'entente pour qu'on puisse vraiment faire profiter de toutes ces réformes-là qui sont pensées à l'endroit de ces élèves. Et donc, pour moi, l'accalmie pourrait être possible si, déjà, pendant ces vacances, c'est vrai, vous avez vu, pendant qu'on passe tout son temps à
à faire des mouvements de grève, on n'a plus de temps suffisant même pour discuter des questions sociales, disons des questions d'ordre syndical qui intéressent même la corporation. Et donc le gouvernement se trouve en face recusé aujourd'hui par le temps. Donc, n'ayant pas le temps, on se demande mais comment est-ce qu'il faut programmer aussi d'éventuelles négociations ou revues des différentes questions. 17, justement, septembre prochain, nous sommes à quelques jours, on ne parle même plus de semaines. Et donc, j'ai suffisamment de crainte pour cette nouvelle rentrée, suffisamment de crainte aussi quand je vois un peu ce qui se passe aussi du côté des instituteurs où plutôt que de penser peut-être à trouver d'autres moyens pour juguler, disons, les tares qu'on a notés au sein de cette corporation, on brandit encore d'autres menaces. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce secteur, disons, il y a eu un examen, disons, une évaluation, on le dit comme ça, qui a été organisée à l'endroit de ces instituteurs-là. Et le gouvernement, s'étant pris part à son propre piège, a cru devoir organiser encore une autre évaluation à laquelle bon nombre d'instituteurs n'ont pas participé. Donc, le gouvernement a ressenti cela comme, disons, une défiance et pense aussi retourner l'ascenseur. Mais je ne pense pas que le fait de brandir une menace soit réellement une solution à cela parce que de fil en aiguille, on finira aussi par avoir encore une année perturbée, suffisamment perturbée d'ailleurs, plus que celle qu'on a eue précédemment. Et au regard de tous ces résultats qu'on a eus, l'année pour moi ne saurait être signe, en tout cas montrer des signes d'apaisement, si ce n'est pas encore cette crainte-là qu'on est en train de voir venir et qui risque aussi de perdurer, si tant est qu'on ne prend pas à bras le corps ce sujet-là tout de suite et le traiter jusqu'aux racines pour pouvoir réellement trouver les pesanteurs qu'il faille éliminer pour permettre, en tout cas aux apprenants, de suivre une année parfaite. Oui, justement, Souleymane Bila, vous l'avez entendu, Romain de Kadjevi, il y a forcément, il faut le reconnaître, de la part des syndicalistes, une attente vis-à-vis du gouvernement. C'est dans cette même veine que le gouvernement a organisé l'évaluation pour les enseignants, pour les instituteurs. Beaucoup l'ont boycotté et sont menacés aujourd'hui d'être exclus. Et il y a ceux qui n'ont pas le niveau également. Ils n'ont même pas participé, mais ils ont peut-être démontré que le niveau n'était pas suffisant. Le ministre Saliman Karimou l'a très clairement dit, ils vont devoir dire adieu à la craie. Est-ce que cette méthode qui consiste à y aller, je vais dire, de façon quelque peu brutale parfois, est la bonne pour le gouvernement? Est-ce qu'à l'occasion de cette nouvelle rentrée gouvernementale, il ne serait pas raisonnable de changer de méthode? Non, manifestement, avec l'échec de l'évaluation, bon, on ne peut pas retenir ça là comme la bonne méthode parce que c'est la preuve manifeste qu'il y a un déficit de dialogue entre les dirigeants du monde éducatif et les acteurs du monde éducatif parce qu'il faut ce genre même si on veut réformer, il faut expliquer davantage les réformes, il faut expliquer les bien fondés pour que ceux à qui on veut appliquer les réformes puissent adhérer. Si on n'obtient pas leur adhésion, on ne peut pas obtenir de résultats. Et on ne peut pas faire des réformes à marche forcée partout, surtout en ce qui concerne les ressources humaines. Mieux encore, dans le secteur de l'éducation, au niveau des formateurs, on ne peut pas faire des réformes à marche forcée à ce niveau-là. Il faudrait qu'on puisse suffisamment dialoguer avec eux, puis repréciser les objectifs et faire en sorte d'obtenir l'adhésion de tous. Non, on ne peut pas. Donc c'est à ce niveau que les deux parties nécessairement doivent pouvoir aller dialoguer pour qu'on puisse dire, pour qu'ils puissent entendre sur une mémoire et en même temps fixer les priorités. Non, il n'y a jamais, le temps ne manque jamais pour dialoguer. On peut le temps, parce que tant qu'il n'y a pas de dialogue, on ne peut rien construire de bon, de solide, de durable sans dialogue, sans adhésion de tous. Donc ça demeurera toujours précaire. Donc il faudrait prendre tout le temps nécessaire qu'il faut pour dialoguer. Et avant de mettre les ronds, sinon ce serait toujours mettre les charrues devant les bœufs, parce qu'il faudrait reprendre suffisamment, reprendre la langue avec eux, discuter profondément. C'est vrai que ça ne fera pas que ça fera sans doute des mécontents, parce que tel qu'on veut, mais il faudrait l'expliquer pour que même ceux qui ne seront pas favorisés, ceux qui seront pénalisés ou bien châtiés, savent ce sur quoi ils sont en train d'être châtiés,
qui comprennent que non, bon, on attend un certain nombre de réformes, il y a qu'une, et on va fixer des normes précises auxquelles tout le monde y adhère. C'est tout. Puisque si tant est que les syndicalistes, là, les anciens, ils ont décidé de reprendre le chemin des cours, c'est qu'il y a une volonté manifeste de dialoguer. Donc on ne peut plus continuer par entretenir un climat de bras de fer entre syndicalistes et dirigeants. Non, c'est cette suspicion. Mais quand on a vu comment le gouvernement a géré la crise précédente, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? Non, c'est parce qu'on chaque parti doit tirer les leçons de cette crise-là, parce que pour ne pas nous faire revivre cette même crise, cette crise-là ne doit pas survenir à la rentrée prochaine. La rentrée 2018-2019 doit être une rentrée sans grève et une rentrée totalement apaisée. Oui, si vous le permettez, James, il faut aussi faire remarquer que ce qui a fait tirer, disons, les mouvements jusqu'à une période où il ne fallait pas l'année passée, c'était surtout cette affaire de, disons, rétention de salaire pour faire de grève. Et pour la sanction que nous sommes en train d'apprendre pour l'instant en ce qui concerne ces instituteurs qui n'ont pas cru devoir répondre le jour de l'évaluation, il est encore en train d'être agité, rétention de salaire. Donc, vous voyez, c'est comme si on veut prendre les mêmes choses pour recommencer. Et donc, pour finir, ce sont les apprenants qui en pâtiront. Donc, oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de rigueur dans ce monde? La rigueur, je suis d'accord, je n'ai pas démenti. Parce que les enseignants, parce qu'on est enseignant, qu'on doit se permettre un peu tout. La rigueur doit rester, disons, à celle de la loi, comme je suis d'accord avec vous, et qu'il faut aussi respecter l'autorité. Mais il faudrait aussi que l'autorité trouve aussi, disons, les voies et moyens pour que l'ascension, en réalité, ne puisse pas permettre de dégénérer jusqu'à ce qu'on aille encore au mouvement de grève qui vont se durcir encore dans le temps pour pénaliser, pour finir, disons, nous apprenons. Donc, c'est de ça en question qu'il s'agit. Très bien, nous allons maintenant parler, si vous le voulez bien, du budget l'exercice 2019. C'est l'occasion désormais pour les ministres probablement de commencer à préparer les budgets respectifs de leur secteur. Romain Dekadjevi, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ce budget-là? Déjà, celui de 2019 était un peu en baisse par rapport à celui de 2018 était un peu en baisse par rapport à celui de 2017. Et puis, on a vu, on voit un peu comment le budget est en train d'être mis en œuvre. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport au budget 2019? Non, le budget 2019, il faut d'abord voir, disons, l'année que nous sommes en train d'amorcer. L'année 2019 apparaît pour le chef de l'État comme une année charnière. Et donc, une année où ça doit passer, où ça casse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant longtemps, le gouvernement de la rupture a été taxé, disons, de ne pas devoir satisfaire, disons, aux besoins sociaux de la population, un gouvernement qui ne penserait pas au social. Or, quand vous voyez les différents programmes qui sont déjà brandis dans différents secteurs ministériels, vous voyez que nous sommes en train d'aller à une phase critique, disons, du programme d'action du gouvernement où il faut réellement maintenant passer à la réalisation de ces différents programmes qui ont été annoncés. Les 2 ans, on avait promis. Oui, 2 ans dépassés, mais vous savez aussi que la gestion, c'est aussi une chose de planification. Et donc, on parlait tout à l'heure de ce conseil des ministres qui aura lieu aujourd'hui. Les conseils des ministres qui sont déjà passés ont annoncé plusieurs programmes. Et ces programmes, il y a la construction, il y a par exemple la commune d'Abomey-Calavi qui est retenue pour abriter un certain nombre de constructions administratives et donc des infrastructures socio-sanitaires, ainsi de suite. Même le grand programme Arche dont on parle, vous sentez que c'est tout un arsenal qui sera déployé désormais pour l'année 2019 et donc vous allez sentir les différents ministres se déployer sur le terrain bientôt, notamment en ce qui concerne ce programme H pour plus de communication. C'est encore aussi une année de communication qui se prépare pour le gouvernement parce que il faut qu'on puisse parvenir à enlever de la tête des populations en quoi est-ce que ce programme H est différent, disons, des programmes qu'on a connus par le passé et qui devraient normalement permettre aux populations d'étancher un peu leurs difficultés, d'étancher leur soif et de permettre aussi de mieux vivre. Donc, c'est
tout un ensemble, disons, de dispositifs, de programmes, tant sur le plan social, économique et même politique qui s'annoncent, parce que 2019 aussi, c'est une année d'élections législatives. Et donc, tout cela aussi, tout ce package-là est compris dans ce budget. Vous allez voir, dès que les ministres vont défiler, quels pourront être, disons, les points saillants de ces programmes-là, qui ne seront pas différents, en fait, de tout ce dont je suis en train de parler là. Le gouvernement va donc devoir prendre beaucoup de dispositions pour que l'année 2019, en tout cas le budget 2019 puisse couvrir les besoins. Quels sont, à votre avis, les grands chantiers que le budget 2019 va devoir prendre en compte? À mon humble avis, vous voyez, le chef de l'État, il était venu avec des ambitions pharaoniques et il n'a pas changé de cap par rapport à ses ambitions. Il tient toujours à ses ambitions. C'est en matière de réalisation des infrastructures et des fournitures, des équipements nécessaires, là où c'est vrai. Maintenant, vous savez, le budget 2016 déjà, c'était déjà un budget qui témoignait déjà de l'ambition. 2017. Je parlais, je remontais en 2018. Et 2016 déjà, quoi. C'était qui témoignait déjà de là où le chef d'État voulait en venir. Malheureusement, il venait d'arriver, face à la réalité économique du pays et la crise auprès des pays voisins, tout ça, ça l'a amené à revoir la baisse de ses ambitions, à revoir baisser l'ambition. C'est tout simplement le chef d'État voulu être méthodique et véritablement réaliste. On a vu, en 2017, le budget a été vu, 2018, le budget a été vu un peu à la baisse, mais il est normal qu'en 2019, que ça puisse être remonté, étant entendu que ne serait-ce que les défis de l'élection doit y contribuer. Et aussi, ce qu'on disait tantôt, les équipements et les infrastructures à réaliser. On est en train d'entrer dans la phase concrète de réalisation de ces équipements et de ces infrastructures. Donc le budget, ça doit se ressentir sur le budget. Il a parlé tantôt du projet H, il y a le projet l'asphaltage et tout ce qui se fait dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, tout ça, on doit pouvoir le ressentir sur ce budget. Bon, l'aspect sur lequel je voudrais revenir, que peut-être que ça va un peu de notre rôle de communicateur d'expliquer davantage cet aspect-là, ce qu'on met dans le social, le social, tel que l'approche que nous avons du social, c'est cette approche-là que nous devons départir de cette approche, parce que cette approche a conduit les gens vers le lacisme. L'approche le social aujourd'hui, c'est fiant pour le Béninois. Il faut attendre la manne, il faut attendre que la manne, l'État-providence, que l'État doit tout faire. Non, c'est cette approche-là, lorsqu'on prend la rupture, c'est fini avec cette conception-là du social. Le social, c'est de permettre à ce que, lorsque tu quittes ta maison, tu peux trouver des voies bitumées sur lesquelles tu vas marcher correctement. Lorsque tu envoies l'enfant à l'école, que l'enfant puisse avoir les infrastructures, les équipements nécessaires pour étudier et pour qu'on puisse finir le programme et pour qu'il n'y ait plus de grève. Et qu'on ne dit pas que non, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaises dans l'université, que les étudiants sont assis sur des briques à l'université. Oh, c'est ça qu'on veut régler avec le social, c'est de faire en sorte que tout à l'université, qu'on ait des amphis, qu'on n'ait pas des amphis bondés, qu'on ait des bus pour envoyer les étudiants à l'école, qu'ils aient la restauration, et que le social, c'est aussi que lorsque les enfants les amènent à l'école, qu'ils puissent trouver de quoi manger, de quoi être maintenus à l'école et de quoi améliorer leurs résultats. Bon, c'est cette approche du social là que nous devons avoir, et non de savoir que non, quelqu'un soit là distribuer des sacs de riz, on a distribué des sacs de riz dans les quartiers, dans les bons, pour que les gens mangent à sa société. Donc à la veille des fêtes, on a appelé les gens, on leur a distribué des sacs de riz un peu partout. Non, cette approche du social, non, c'est de la mendicité. Et c'est ça là, c'est ce à quoi le gouvernement actuel est en train de rompre. Et veut que nous soyons dans l'effort et que cet effort-là soit accompagné. Non, il est évident, vous avez vu, tel que c'est prôné, on voudrait que tout le monde, en ce qui concerne la construction du pays, que tout le monde y participe, qu'on soit riche ou pauvre, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'on ne dise pas que non, c'est ceux-ci, non, c'est non. Que tout le monde, en fonction du niveau de ses revenus, c'est à peu près ce qui justifie un peu ce qu'on attend. Le prélèvement
des impôts qu'on est en train de contribuer là. Non, c'est pas où amener tout le monde à participer à l'effort de construction nationale. Oui, justement, vous parlez de prélèvement des impôts en parlant de budget. On a entendu encore ce matin dans certains organes, à l'occasion de la une des journaux, le gouvernement demande encore 50 milliards sur les marchés d'emprunts obligataires. Est-ce que cet argent-là est compté dans le budget de l'année ou bien ce sont des ajouts et puis cet endettement systématique qu'on a constaté, il y a énormément d'emprunts qui est fait. Est-ce que nous ne prenons pas un risque avec tout cela? Non, vous savez, non, de façon traditionnelle, dans toute l'économie, on ne prête pas l'argent à n'importe qui. C'est ceux dont on est sûr qui va rembourser, à qui on prête de l'argent. Là où vous êtes là maintenant, si quelqu'un vous demande de prêter de l'argent ou bien vous allez prêter de l'argent, c'est que la personne est sûre que vous êtes capable de rembourser. Si vous n'êtes pas capable de rembourser, personne ne vous passera de l'argent. Oui. Donc la personne s'assied. Donc lorsque le gouvernement va s'endetter, et si le gouvernement tout ça est sûr que c'est parce qu'on est sûr qu'on est capable de rembourser qu'on nous a endetté, qu'on nous a passé l'argent. Dans toute l'économie, dans tout système économique, cette règle est immuable. On ne prête qu'aux riches. Là n'est pas. Non, c'est dans tout système. Je l'ai présenté la question de façon caricaturale. Oui. C'est que, mais retenez que c'est ainsi que lorsqu'on va s'endetter, c'est toujours pour la bonne cause et c'est toujours mieux de s'endetter pour construire. En réalité, c'est sûr, n'importe quel chef d'entreprise, là, vous le direz dans la méthode. Non, on ne fait que développer une entreprise, on ne fait que développer une méthode, que sur des emprunts, notamment les emprunts bancaires. Et c'est ça qui donne plus d'efficacité. Parce que ça nous permet de quitter l'illusion financière. Parce que vous croyez que vous avez de l'argent, vous dépensez, alors que l'argent que vous avez en réalité, vous confondez, ça ne vous permet pas d'accompagner ça avec la rigueur et tout le sérieux qu'il faut, parce qu'il n'y a pas d'autres contraintes. Il n'y a rien que la contrainte du remboursement vous oblige à respecter les échéances et à être efficace dans sa gestion. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux avoir de l'argent emprunté pour pouvoir investir plutôt que d'avoir contribué, d'avoir créé de la richesse? Oui, bon, quand vous évoquez un peu ce sujet d'emprunt obligataire, il a été démontré en quoi est-ce que, disons, ce type d'emprunt permet quand même à l'État quand même d'amorcer un certain nombre de projets sans pour autant avoir l'impression d'être endetté. C'est en fait ça il s'agit, puisque avec les institutions bancaires, il se fait que les intérêts sont plus colossaux que quand on combine ou on collabore avec les banques nationales en termes de production même, disons, des valeurs qu'il faut pour pouvoir amorcer le développement, surtout pour l'économie nationale. Donc, l'emprunt obligataire a été démontré utile comparativement, disons, à ces prêts qu'on fait avec les institutions bancaires. Donc, c'est pas en fait une manière, s'endetter avec l'emprunt obligataire est mieux par rapport à ces prêts qu'on reçoit souvent de l'extérieur. Oui, mais il y a un budget que le gouvernement a voté au cours d'une année. Oui. Et puis au cours de cette année-là, le gouvernement commence à faire des emprunts. Ces montants-là, rentre-t-il dans le budget? Est-ce que c'était déjà prévu que le gouvernement irait emprunter de l'argent sur les marchés financiers? Comme vous le savez, il y a dans le budget les recettes, les différentes sources de financement. Donc les emprunts obligataires. Tout cela il fait partie. Donc c'est déjà identifié pour dire que à un moment donné, il faudrait qu'on se dirige vers telle source pour obtenir en fait les fonds pour financer l'ensemble des projets que nous avons identifiés dans le budget national. Ce qui signifie que le jour où le gouvernement ne parvient pas à obtenir le montant prévu, non, mais il y aura d'autres sources de financement forcément. Les douanes sont là et puis les impôts que nous payons aussi sont là. C'est pour cela d'abord et d'ailleurs qu'il faut encourager en tant que citoyen quand on paye régulièrement les impôts et s'acquitter de nos différents droits tout court. Non, ça fait partie des sources de financement du budget tel qu'il a parlé tantôt. Il y a les recettes, il y a les fonds propres et puis il y a les aides extérieures, les accords. Et on classe ça aussi parmi ces sources de financement, les emprunts et puis comme les aides extérieures, ça fait partie un peu de la dette extérieure du pays. Et certains devoirs aussi de payer les impôts. Très bien, nous allons maintenant aborder le
terrain politique, le gouvernement est de retour. Certes, il ne sera pas question pendant le Conseil des ministres, en tout cas nous n'en savons rien, de discuter des prochaines législatives, mais ce sujet-là sera parmi les choux gras de la plupart des ministres, de la plupart des personnalités politiques dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisque au mois de mars 2019, si tout va bien, nous aurons des élections législatives pour renouveler le Parlement. De ce point de vue-là, depuis quelques mois maintenant, les acteurs politiques se positionnent. Le gouvernement, le président de la République aurait recommandé la constitution de 3 blocs autour de sa personne pour ces législatives. À l'heure actuelle, nous sommes déjà au-delà de 3 blocs. Que se passe-t-il réellement? Et comment, à l'occasion de cette rentrée, le président Patrice Talon devrait-il gérer cette question autour ou dans sa majorité? Non, je voudrais nuancer un peu. Les blocs dont on parle, ce ne sont pas des blocs pour animer la vie politique. Donc pour aller aux élections. Non, oui, c'est ça. Donc on ne peut pas dire qu'on est au-delà de 3 blocs. Si? Non, on ne peut pas encore. Non, parce que c'est on n'est pas encore. Non, je voudrais nuancer quelque chose. Non, il y a différentes manières. Les blocs peuvent se constituer de différentes manières. Peut-être que ce n'est pas de petits groupes qu'on est au grand ensemble. Ah. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas encore. Ça, c'est exact. Le chef d'État a demandé 3 blocs constitutifs pour soutenir son nation. Et puis, ça voudrait dire qu'il va y avoir 3 interlocuteurs. 3 groupes qui doivent, 16 interlocuteurs immédiats et puis qui doivent l'accompagner. Maintenant, la façon dont ces blocs vont se constituer, le processus est en cours, en fonction des affinités, les gens se retrouvent dans l'un ou dans l'autre camp. In fine, c'est que c'est les 3 blocs-là qui vont se constituer. Si on peut y aller individuellement, on peut y aller en des petits groupes, on peut y aller en des grands ensembles, mais in fine, c'est qu'on va aboutir sans doute. Et tout concourt vers ces 3 blocs, les gens se constituent. Mais Romain Kadjevi, est-ce que c'est quand même bien raisonnable de la part du président de la République, si c'est vraiment lui qui a fait ce choix-là, d'envoyer au combat 3 différents groupes qui vont s'affronter dans les 24 circonscriptions électorales, alors même que ces groupes-là sont censés soutenir son action politique quand ils seront représentés au Parlement. Nous savons très bien que sur le terrain politique, les hommes, les personnalités politiques ne se font pas de cadeaux. Oui, peut-être, moi j'ai essayé un peu de comprendre cette proposition dans un premier sens, parce que vous savez, le terrain politique, c'est un terrain de combat. Et voyez-vous, quand c'est une unité, pour peut-être aller, on ne sait pas la stratégie que, disons, le camp d'en face est en train de peaufiner. Et donc, décider que ça soit 3 groupes politiques, je peux le dire comme ça, qui soient formés autour de sa personne, je peux comprendre cela dans le sens où on veut réellement aller conquérir le terrain politique et mieux répartir les cartes politiques en ce qui concerne le visage à avoir à l'Assemblée nationale dès, disons, la mandature prochaine. Maintenant, ça me pose un problème quand je sais que au même moment, on est en train de promouvoir, disons, le regroupement des partis politiques dans le nouveau code électoral qui a été proposé. La charte des partis politiques a déjà été votée. Voilà, donc la charte des partis politiques a été votée. Ça me pose un problème parce que, normalement, au finish, il faudrait qu'on ait juste, disons, un parti qui soutienne uniquement les actions du chef de l'État, un autre qui peut-être va jouer le rôle de l'opposition, un autre peut-être qui serait centré. Donc, au finish, il faut forcément avoir 3 groupes pour ainsi dire. Maintenant, quand je sais que le chef de l'État avait déjà ou portait déjà cette réforme-là et que autour de lui, il demande, en tout cas jusqu'à peu, on n'a pas encore la preuve que c'est lui réellement qui a formulé ces souhaits-là. Mais toujours est-il que, comme vous le souleviez tout à l'heure, on note cette difficulté-là pour, disons, chaque parti politique de se diriger vers un bloc donné, pour des raisons d'intérêt. Vous savez, toujours en politique, il y a l'intérêt. Et au finish, vous sentez même que au moment où il faut poser le débat et faire de profonds débats, on est là toujours, disons, à chercher un bon positionnement sur une liste donnée ou une autre pour pouvoir être encore présent, disons, au Parlement l'année de 2019. Donc, c'est ça qui me gêne un peu en tant que citoyen, puisque
actuellement, nous n'avons pas encore des débats qui se font. On se préoccupe plutôt à jouer, disons, à la loi du plus fort dans un camp et l'autre à jouer à la victime. Et donc, ce ne sont pas des choses de nature à apaiser le citoyen ou à orienter, disons, le choix du citoyen que je suis et même d'autres citoyens à un moment donné pour dire que c'est tel choix qu'il faut effectuer pendant ces élections-là pour rechanger totalement même la configuration politique que nous avons à la main. Toujours est-il que 2019 représente aussi une année d'essai, puisque vous savez que le président Patrice Talon, il n'est pas venu avec disons, une majorité parlementaire qui a la mais au fil, dès qu'il a pris le pouvoir, il a obtenu à un moment donné les FCBE certains membres des forces Cori Point Bénin émergents qui ont rejoint son camp. Donc, il a eu le temps de défiler un peu son programme politique. Ces élections législatives seront aussi une occasion d'essai, on peut le dire comme ça, en entendant bien sûr la fameuse histoire sur disons, le quota qu'il faut désormais pour aller à ces genres d'élections. Puisque déjà, même au sein de ces partis politiques-là, la manière de réunir ces fonds aussi pourrait déjà être une girouette, si on peut ainsi dire. Justement, parlons encore des élections législatives. Souleymane Bila, à l'occasion de ces prochaines joutes électorales, le président de la République va devoir faire des choix plutôt, je vais dire, plutôt forts. Décider, par exemple, d'accompagner un certain nombre d'acteurs qui l'ont soutenu à l'occasion de son accession au pouvoir. Et justement, ces acteurs-là, à l'heure actuelle, ne sont pas forcément dans les blocs qui se dessinent. Les jeunes, en particulier, qui ont accompagné le chef de l'État, ne se retrouvent pas véritablement dans les blocs. Est-ce que le président Patrice Talon décidera à un moment ou à un autre de laisser faire ou bien de donner l'autorisation à ces jeunes-là de se constituer en une autre alliance pour aller à ces élections, violant ainsi la parole qu'il aurait donnée à ceux qui le soutiennent aujourd'hui au Parlement? Non, je ne pense pas qu'il va violer une parole. Et je ne pense pas par rapport... Il n'a jamais garanti la réélection à ceux qui le soutiennent aujourd'hui. Il ne leur a jamais garanti leur réélection. Et puis, comprenez que le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas un chef de parti politique. Et jusqu'à présent, il n'a pas refusé, il n'a pas idée, il n'a pas envie, il n'a pas de créer un parti politique. Jusque-là, et il n'a pas montré un signe qui montre qu'il veut créer un parti. Non, il veut rester toujours au-dessus de la mêlée. Mais il ne peut pas rejeter les tendances qui s'expriment en sa faveur. Bon, en bon démocrate, il n'a pas voulu d'un soutien monocolore, d'une pensée unique. C'est pour cela qu'il a demandé à ses partisans, retrouvez-vous dans trois groupes. Ils vont s'affronter entre eux. De toute façon, il ne peut pas avoir peur de la compétition parce que ce n'est pas aujourd'hui. Ils s'affrontaient, ça ne date pas d'aujourd'hui, ils s'affrontaient depuis toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils se sont toujours affrontés, même avant de revenir aujourd'hui, faire bloc autour de lui. Parce que leur seul consensus, c'est le programme, aujourd'hui, c'est le programme d'action gouvernementale qu'ils soutiennent. Et remarquez aussi, même sur le gouvernement précédent, et Boni Yayi a beau créer l'alliance FCBE, mais autour, tout le monde n'a pas accepté d'aller à l'alliance FCBE, mais ils étaient prêts toujours à accompagner son action. On aura remarqué qu'avec FCBE, il n'y avait que quelques résidus qui étaient mais en dehors. Ils étaient quand même là, ils avaient leur formation politique, ils étaient là, ils dictaient leur loi sur le terrain aussi, ils avaient leur fief qu'ils contrôlaient, mais ils se sont dit, mais ils étaient, par exemple, quelqu'un comme Agua, il n'a jamais fait FCBE. Mais il était toujours là, et chaque fois réélu, et puis accompagné. On avait eu, lorsqu'ils allaient aux élections, il y avait aussi l'Alliance Cori 2, des gens comme des partisans, mais qui soutenaient, qui étaient décidés quand même. Mais ils disaient que non, parce que nous sommes dans un espace démocratique, et que eux, pour s'exprimer, le cadre là n'était pas approprié, ils n'estimaient pas que ce cadre soit approprié, le cadre FCBE soit approprié pour eux. Ils ont resté dans leur creuset, et ils continuaient de soutenir. Bon, le chef d'État ne veut pas mettre fin à ça.
c'est conscient de toute cette réalité politique de chez nous qu'il a dit, bon, tout au moins trois blocs. Au-delà que ça soit papier dans tous les sens, mais là, il ne doit pas avoir... Mais ça permet à chacun de juger de son poids réel sur le terrain. Il ne faut pas... Cette compétition, elle est souhaitée d'ailleurs pour qu'on juge, pour qu'on sache nous-mêmes qui est qui. Au-delà de cette question politique, il y a également le financement de l'élection. Est-ce que nous allons, avec le président Patrice Talon, qui est un grand spécialiste des restrictions budgétaires, est-ce que nous pouvons souhaiter ou espérer avoir des élections législatives les moins chères organisées depuis l'avènement du renouveau démocratique, Souleymane Mila? Moi, je crois que tout concourt pour qu'on ait les élections les moins chères. Pourquoi vous le dites? Rien qu'en demandant les tendances là, ces partisans de se regrouper en tendance là, ça réduit les forces politiques, les alliances politiques qui vont se présenter, ça fait déjà une réduction. C'est pas l'État qui finance les partis candidats? Non, parce que ce que l'État dépense, l'État dépensera toujours, mais ça fait que, vous voyez maintenant les temps d'antenne qu'on accorde aux partis politiques, c'est des coûts. Les temps d'antenne, les affiches, la réalisation des logos, tout ça, là, c'est des coûts. On n'a pas forcément aidé. Non, si, c'est le temps, parce que c'est la Sénat, le cas des bulletins de vote, c'est la Sénat qui les confectionne. Et ça permet aussi de gagner un gain de temps. Et un gain même dans les décomptes de voix. Lorsqu'il y a moins de candidats à se présenter, ça veut dire qu'on ne perd pas assez de temps pour faire les décomptes, pour faire les calculs. Donc, forcément, la tendance, on a beaucoup plus de chances qu'on assiste à des élections les moins chères organisées au Bénin. On peut espérer vraiment, Romain de Kadjabi, selon vous, que ces élections-là soient moins chères parce que organisées sous le régime Talon? Oui, sous le régime Talon, il y a cette particularité que l'homme dépense moins, en tout cas, est pris de tout ce qui est action à poser pour gagner davantage. Et donc, c'est dans ce sens au moins qu'il faut saluer cette réforme sur, disons, la caution, tout et tout, mais c'est pour l'État. Mais pour les acteurs politiques qui seront en jeu, le sujet ne serait pas facile pour eux parce que il faut alors se déployer sur le terrain puisqu'il a été aussi disqualifié, disons, la contribution, disons, de ces bailleurs pour financer normalement les partis politiques. Cela a été, disons, disqualifié. Et donc, il faut alors se tourner vers les partisans pour alors tenter de réunir ces fonds-là. Donc, c'est là que se pose pour moi l'os qui est dans la gorge pour chaque parti politique pour moi parce que on risque d'aller sur le terrain du combat financier. Celui qui donnerait peut-être plus risque de mieux se positionner sur la liste selon sa participation. Donc c'est là que ça me gêne un peu et je vois, disons, cette question de caution aussi en train de disqualifier une marge de la population, notamment ces jeunes qui ont aussi ces ambitions politiques, mais ils n'ont pas les moyens forcément. Voilà, ils n'ont pas ces moyens forcément. Je me demande comment se prendront-ils réellement pour réunir ces cautions. 200 millions, c'est pas petit. Sachant aussi dans quelles conditions nous évoluons. Bref, c'est pas la question aujourd'hui. La caution peut être remboursée si on obtient le nombre de suffrages. Oui, mais avant d'être remboursé, il faut pouvoir les réunir. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on peut avoir quand même des jeunes qui ont quand même des ambitions quand même louables, mais peut-être pour ces questions de caution, se sentiront bloqués à un moment donné. Non, la caution de 200 millions, c'est pas par individu. Non, c'est le groupe. Oui, mais vous avez vu la réforme du système partisan. Comment est-ce que les partis doivent être constitués aujourd'hui? Non, on ne peut pas, ne présentez pas la question de cette forme. Parce que lorsque vous isolez ça, on ne peut pas isoler les questions de caution là, les questions de la réforme du système partisan. Lorsque vous isolez, vous faussez le débat. Parce que ça suit, il faut lier les deux sont liés. Vous allez nous lier les deux pour comprendre. Les deux sont liés parce qu'aujourd'hui, vous voyez la façon dont il faut constituer un parti. Parce qu'il faudrait avoir au moins 15 membres par commune. Vous savez le nombre de communes que nous avons dans le pays. Et c'est la première fois, là, ça nous encourage maintenant à ne pas imposer n'importe qui sur une liste. Parce que ça permet au moins, parce que lorsque vous contribuez, vous avez le choix maintenant de décider. On ne va pas vous parachuter un candidat sur une liste. Parce que on est dans un système de scrutin de liste. Ça voudrait dire quoi? Si vous cotisez, si vous jouez véritablement votre rôle de partisan, ça vous avez la parole de choisir qui va vous représenter. Maintenant, si vous refusez de jouer votre rôle de partisan, alors celui qui a l'argent viendra s'imposer à vous. Maintenant,
On a fait l'effort de mettre la caution suffisamment haute pour que lui-même, en venant s'imposer à vous, vous pouviez avoir encore des marges de manœuvre. Vous pouvez avoir des marges de manœuvre. Et ne disons pas que les élections, ce n'est plus... Il faut qu'on cesse de faire des élections chahut. Ce n'est pas où quelqu'un vient, le beau parleur, bien celui qui a l'argent. Non. Il faudrait que ça soit... On veut redonner aux partis politiques leur place dans l'animation de la vie politique. Ça, on ne voit plus que les gens, les militants... Nous savons jusqu'ici quel a été le poids de l'argent dans l'ensemble en tout cas des organisations des élections. La différence, c'est que quoi? Le poids de l'argent va demeurer. Mais ça ne sortira plus des poches d'un individu. Parce que le gouvernement est prêt à accompagner. Ce soit mettre de l'argent public, l'argent qui appartient à tout le monde. On risque d'avoir par exemple un individu qui contribue plus non, mais l'argent était déjà se faire représenter au détriment par exemple de quelqu'un qui est ce n'est pas de bonne initiative. Romain, c'est le gouvernement qui finance maintenant puisque les partis seront... Oui, mais c'est pas le gouvernement qui va financer les 200 millions que... Non, ça là, c'est pas le gouvernement qui va financer les frais de campagne que les... C'est à l'interne, mais c'est celui qui mettra là, ce n'est pas son argent parce que ce soit remboursé. Si les résultats donc ça veut dire que c'est bien positionné sur la liste, déjà il faut que nous avancions, ce qui est certain avec le nombre de membres par circonscription qu'il faut pour les partis politiques. Si effectivement ces membres-là cotisent de 500 francs, c'est possible, à la constitution de ce budget pour les partis politiques, je pense que le financement de la caution ne sera pas un gros problème. Dernier élément que nous allons aborder, ce sont les réformes politiques à l'occasion de la rentrée gouvernementale, les réformes politiques que le gouvernement va devoir de nouveau aborder. Première réforme, c'est le code électoral. Le projet, la proposition de loi portant code électoral qui se trouve aujourd'hui sur la table des députés, qui est sujet de fortes polémiques, provient-elle vraiment de la volonté, procède-t-elle vraiment de la volonté du chef de l'État, parce que vraiment le contenu pose problème à bien des égards? Non, je crois que nous avons vu ce que nous avons observé sur le référendum. On ne peut plus, la question là ne va pas se poser parce que le chef d'État, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. L'initiative vient des parlementaires. Et c'est eux qui portent ça. Mais le chef d'État, ne demandez pas aussi à l'exécutif de s'immiscer dans le fonctionnement de législatif. Ils font leur processus abouti. Lorsque la question est revenue à l'exécutif a tranché et a donné clairement sa position. Et vous avez constaté que le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui... Non, mais ça avait marché, le gouvernement allait crier victoire pour la réforme de la Constitution. Si ça avait marché, peut-être que ça aurait été... Même de l'échec, ou de semi-échec qu'on a connu à Porto-Novo, des voix autorisées près du gouvernement ont dit que c'était une victoire. Et donc, c'est l'exécutif qui s'est exprimé à cette occasion-là. Le chef d'État a ses partisans à l'Assemblée. Bien sûr. Et le chef d'État fait confiance en ça. S'ils sont porteurs d'une idée, il les accompagne, mais ce n'est pas son idée à lui. Parce que son idée, il avait tenté. Son idée, il avait recommandé de modifier. Non, s'ils l'ont rassuré qu'ils sont capables, il les laisse faire, mais il ne va pas se mettre à leur place s'ils le rassurent. Puisque c'est à eux l'initiative. Romain Dekadjebe, si le président de la République ne propose pas de modifier la proposition de loi de code électoral telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec les éléments polémiques dont on a parlé, la caution, une forme d'exclusion qui risque de frapper un certain nombre d'acteurs, notamment les anciens présidents de la République. Est-ce que le fait de ne pas proposer, de ne pas demander que cette proposition de loi soit modifiée n'est pas une façon pour le président de la République de cautionner tout ce qu'il y a dans cette proposition de loi? Moi, je ne sais pas pourquoi on peut décharger le chef de l'État de ne pas être auteur de cette proposition, puisque quand il venait au pouvoir, on sait avec quelle intention il était venu. Si ce n'était pas peut-être entre-temps, disons, cet échec qu'il a dû enregistrer, disons, à une première tentative de révision de la Constitution. En 2017. Voilà, en 2017, qui a fait qu'il a freiné un peu dans son élan. Donc, dit aujourd'hui qu'il pourrait être, disons, celui qui est envoyé au Parlement cette proposition. Moi, je ne vois pas ce en quoi ce serait gênant. Au contraire, il faut trouver peut-être quelles peuvent être d'autres issues
qui peuvent être offertes maintenant au chef de l'État pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est de ça il ne s'agit pas aujourd'hui de lui dénier, disons, ce droit, puisque c'est aussi un droit pour lui. Il a le droit de... Ce qu'il y a certains, ça porte le nom de proposition de loi, donc ça vient des députés. Oui, mais c'est ça, puisque finalement aussi, vous avez vu, quand il a donné aussi son objection par rapport, disons... à l'organisation du référendum. Voilà, donc... On pouvait aussi comprendre qu'il y a mal donné une communication qui n'existerait pas entre la présidence et le Parlement, ce qu'il faut saluer puisque nous sommes dans un système démocratique, mais c'est pas aussi en tant que tel visible parce que l'ensemble de ces lois qui sont envoyées au Parlement, ça porte forcément une loupe quelque part du chef de l'État. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait un crime que de le dire. Seulement, mais là, le contenu de cette proposition de loi est totalement en déphasage avec ce qui a été discuté à l'occasion du forum du séminaire national sur le code électoral. Est-ce que c'était nécessaire d'organiser un séminaire si c'était pour envoyer cette proposition de loi finalement au niveau de la commission? Non, bon, parce que je voudrais encore revenir sur le caractère obscur de nos cadres et de la classe politique qui sont prêts à tout pour plaire au chef. Non, ne balayons ça du revers de la main. Les gens sont prêts à tout pour plaire au chef. Et maintenant, le chef ne peut pas rester là, chaque fois à être là, à jouer le Mario derrière, les canaliser, tout, en tant que... Non, mais quand la polémique a commencé, c'est leur attitude, mais il ne peut pas chaque fois s'immiscer, il ne peut pas s'immiscer, désavouer tel, alors que tous concourent à son soutien, et que, vous voyez, il y a également une classe politique qui est aux aguets, qui ne fait pas cadeau. Il ne peut pas se lever chaque fois, à tous les jours, de démotiver ses partisans qui risquent de se retourner contre lui. Mais... le chef d'État ne porte pas son nom au hasard de Agbonon. Et nous l'avons vu à l'épreuve. Lorsqu'il se décide, il fonce. Sans amalgame et sans passer par des détours. Si c'est lui, non. Si le porteur de la chose, il est... Bon, lorsqu'il s'agit du premier essai. Mais au risque même de se frustrer avec son ministre délégué à la défense, mais il a foncé. Il a assumé le résultat après. Maintenant, si des politiques, dans leur obscurité, décident à tout prix pour le lui plaire, mais il ne peut pas... Bon, ça ne fera que l'amuser. Maintenant, pour en venir, on va avancer, pour en venir à la question, ce code électoral-là, est-ce que, à l'occasion de cette rentrée gouvernementale, il ne serait pas raisonnable que le chef d'État dise à ses partisans, il y a des éléments sur lesquels il faudrait mieux aller à un peu plus de consensus au plan national? Non, je crois que le chef d'État nous donne aussi, nous autres, une population, de prendre à témoin ce que nous avons envoyé à l'Assemblée. Il aurait pu faire... Non, mais même si c'est ses partisans, ça nous donne l'occasion, le chef d'État nous donne l'occasion de juger de ce que nous envoyons à l'Assemblée, ceux dont ils sont capables de le voir à l'œuvre. Et maintenant, bon, si ça peut nous servir de leçon dans nos choix, tant mieux. Mais si on ne décide pas, si on ne tire pas les enseignements... Mais le problème, parce qu'on voit pour plaire au chef d'État ce que ces gens-là sont capables de faire. Le problème seulement, là, c'est que le public qui observe ces parlementaires considère qu'ils sont au service du président de la République et donc leurs propositions sont considérées comme la volonté du président de la République. Non, ça ne peut pas être considéré comme la volonté du président parce qu'au finish, lorsque le mot revient au président de la République, lorsque le chef de l'État a l'occasion de s'exprimer, il fait la démarcation et j'ai cité tantôt le cas de référendum. Vous voyez comment est-ce qu'ils se sont comportés, comment est-ce qu'ils ont conduit cette loi-là. Voyez, prenons l'exemple que sur ça, d'abord les propositions de loi, et puis la façon dont la précipitation, et puis tout. Mais au finish, lorsqu'il était quand même revenu au chef d'État de se prononcer publiquement au vu au-dessus de tout le monde, il s'est prononcé, et nous avons vu. Le chef d'État ne fait que nous prendre à témoin, nous autres, nous qui donnons nos mandats aux députés. Quand ça se passe comme ça, moi je suis tenté de conclure à un moment donné que le chef de l'État, il n'est pas aussi politiquement politique, en fait. C'est le président qui est là juste pour trouver les voies et moyens quand même pour résoudre nos problèmes quotidiens et essayer quand même de décoller le pays sur le plan international à ce que le pays se positionne à un moment donné. Mais sur le terrain politique, voilà, maintenant, vous voyez tant d'erreurs, disons... un homme qui était dans l'opposition, je dirais carrément isolé dans l'opposition, et qui a réussi à prendre le pouvoir dans les conditions qu'on sait, vous allez dire que... C'est justement le contraste, et je rejoins un peu
Souleymane pour dire qu'à un moment donné, le chef de l'État désavoue en fait, disons, sa majorité. Et je trouve qu'il risque d'avoir le revers plus tard, à un moment donné, où il aura cruellement besoin de cette majorité. Ce ne serait pas bien, c'est pas bien, même si il faut montrer aux yeux de tout le monde que je suis pas en accord avec ces derniers, de les désavouer aussi publiquement, parce que qu'on le veuille ou pas, en tout cas, ce qui s'est passé le 31 juillet passé au cours de ces débats, toute la population vénézuélienne aura retenu ça, et ça date. Ce n'est arrivé qu'une fois. Nous allons maintenant donc poser la dernière question, la révision de la Constitution, réforme majeure, emblématique du quinquennat, tentée déjà une première fois, tentée une deuxième fois, sans succès. Est-ce qu'avec cette rentrée gouvernementale, est-ce qu'on peut encore s'attendre à une action dans le cadre de la révision de la Constitution? Ce sera votre mot de la fin, Romain Dekadievi. Oh, mot de la fin. Donc, il faut d'abord dire que je ne trouve pas ça comme une question majeure pour, en tout cas, au vu de tout ce qui est, en tout cas, debout devant le chef de l'État. Parce que vous savez même, il y a une question qui est en train d'être occultée actuellement. C'est cette question sur le glyphosate. Peut-être on aura d'autres occasions pour en parler. C'est comme une épine dans les pieds du gouvernement actuel, puisque aujourd'hui, quand on prend la croissance économique de cette année, le domaine qui a plus contribué, c'est le domaine agricole. Et quand on dit aujourd'hui que c'est un domaine qui est pris à travers cette affaire de glyphosate, je trouve quand même qu'il y a à dire que le silence du gouvernement aussi se comprend. Est-ce que c'est aussi un aveu ou c'est stratégique? On aura quand même le temps d'en parler. Donc, mais en ce qui concerne quand même cette affaire de révision de la Constitution, je ne pense pas que c'est une urgence aujourd'hui, puisque toutes ces réformes-là annoncées, construction d'infrastructures socio-communautaires, même les terrains qui doivent être construits, ça là. Donc, je pense qu'on a tellement à faire déjà en 2019 que la révision de la Constitution aussi, au regard de ces désaveux que le chef de l'État a eu en tout cas donné, la révision de la Constitution ne pourra pas être quand même un sujet majeur l'année prochaine. Merci Romain Dekadievi. Souleymane Bila, vous pensez que la révision est abandonnée pour ce qui concerne au moins cette nouvelle rentrée gouvernementale? Je crois que nous sommes tous conscients que la révision de la Constitution, elle est nécessaire. Même si elle connaît des balbutiements, il faudrait bien qu'elle puisse intervenir et que notre pays aujourd'hui, pour son fonctionnement et pour aller de l'avant, a besoin d'un toilettage de cette loi fondamentale. Mais les méthodes et les manières et puis le consensus qui doit y engager, c'est à cela qu'on n'a pas encore abouti à ça. Mais lorsque si on travaille, si la confiance est sereinement établie et de façon sereine et de façon non partisane, tous les acteurs, ils jugent de cette nécessité, on en fera une priorité et que ça interviendra d'une façon ou d'une autre. Il est évident que nous avons besoin de toiletter cette révision, de toiletter ces tests-là qui ne cadrent plus totalement avec l'évolution de notre pays. Merci à vous, Souleymane Bila, directeur de publication du Nouvel Étalon, c'est bien cela. Bien et en face de vous, Romain Dekadievi, journaliste à Radio Tokpa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous l'avons été un peu plus bavard, plus loquace que prévu, puisque les sujets étaient nombreux et intéressants. C'est la rentrée gouvernementale et de nombreux défis attendent le président Patrice Guillaume Atandas Talon et ses ministres qui se réunissent tout à l'heure à l'occasion de ce premier conseil des ministres depuis le retour de vacances. Merci donc pour nous avoir accompagnés donc à l'occasion de cet échange. Merci.